Bienvenue sur Al-Shuruq News pour cet entretien spécial avec Hakim El-Karoui, essayiste, écrivain dont les spécialités sont les essais littéraires. Nous sommes à la résidence des Oliviers, résidence de l'ambassadeur de France. Merci beaucoup Hakim El-Karoui d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Nous remercions également M. Xavier Driancourt, ambassadeur de France à Alger, de nous avoir permis gentiment de faire cette interview dans sa résidence. Hakim El-Karoui, vous présentez ce jeudi à 18h à l'Institut français d'Alger votre rapport Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe pour la France, que vous avez réalisé pour l'Institut Montaigne sur la politique arabe de la France. Qu'est-ce qui vous a poussé à conduire cette étude? Une chose très simple, mettre de la raison sur un sujet passionnel. Sujet passionnel à cause de l'actualité récente, le terrorisme notamment, sujet passionnel à cause de l'histoire, la colonisation, sujet passionnel aussi à cause des discriminations dont sont victimes les Français d'origine arabe et notamment d'origine maghrébine, et puis pour dire à l'ensemble de la population française et aux décideurs publics, regardez les vrais sujets et regardez de quoi est faite cette relation. Elle est très riche, elle est très complexe, elle est aussi très forte. Et donc ce que j'ai fait, c'est essayer à partir de chiffres et de faits, de dresser le tableau de la relation entre la France et le monde arabe. Et ce qu'on voit, c'est la place extraordinaire du Maghreb. Alors, quels sont justement les éléments qui font que vous considériez que le Maghreb est une région essentielle pour la France? J'ai regardé tous les flux, tous les échanges humains, les échanges commerciaux, les échanges politiques, culturels, etc. Ce qu'on voit, c'est que même sur le plan économique, malgré la richesse du Golfe, le Maghreb, c'est 50% d'échanges de plus que le Golfe. Avec l'Algérie qui représente 10 milliards d'échanges, autant que l'Arabie Saoudite, la petite Tunisie qui représente autant d'échanges pour la France que le Qatar et les Émirats. Et puis sur le plan humain, qui est le cœur de la relation, 90% des Français d'origine arabe viennent du Maghreb. 80% des étudiants qui viennent du monde arabe en France viennent du Maghreb. 80% des migrants légaux qui ont des visas viennent du Maghreb. La relation humaine entre la France et le monde arabe, c'est la relation humaine entre la France et le Maghreb. Il y a un petit peu de Liban, un petit peu de Libanais, mais en gros, c'est tout. Et ce qu'on voit, et ce qui est très intéressant, c'est que pendant longtemps, la France a rayonné dans le monde arabe. Elle a exporté sa puissance, son influence, sa culture, son économie. Et ce qu'il y a de nouveau depuis 15 ans, depuis 20 ans, c'est que c'est le monde arabe qui rayonne en France, par ses hommes et maintenant par ses idées. Et les idées, c'est plus que des idées, c'est des croyances. C'est une religion, c'est l'islam. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un ensemble qui est plus eux et nous. C'est nous. C'est cette imbrication franco-maghrébine avec des frontières qui ne sont pas claires, avec des identités qui sont multiples, et avec une richesse que moi je trouve extraordinaire, dont moi je suis le produit. Mon père est tunisien, ma mère est française. Et ce que je pense, c'est qu'il faut inventer un nouveau mode de relation. C'est plus des relations étrangères, c'est plus de la politique étrangère. La France, l'Algérie, la France, le Maroc, la France, la Tunisie. C'est un ensemble régional qu'il faut construire et en fait qu'il faut inventer, parce que d'une certaine manière, ça n'a jamais existé. Vous ne parlez pas seulement du Maghreb, vous dites aussi que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont une région, sont essentielles pour la France. Alors justement, que proposez-vous pour que la politique étrangère de la France prenne en compte ce constat? Il faut d'abord repositionner là où il y a vraiment des intérêts. Il y a un intérêt pour la France qui est presque vital avec le Maghreb. Et du coup, ça veut dire la stabilité du Maghreb, ça veut dire la croissance du Maghreb, ça veut dire le développement du Maghreb, parce que la stabilité du Maghreb, c'est la stabilité de la France. Et d'ailleurs, à l'inverse, la réussite de la France, c'est la réussite du Maghreb, compte tenu des liens économiques et humains. Il faut remettre les pays du Golfe à leur juste place. À Paris, on a tendance à croire que les pays du Golfe, c'est l'Eldorado. Du coup, c'est un sujet essentiel politique et que la politique étrangère de la France doit être influencée par la politique des pays du Golfe, notamment le lien avec l'Arabie Saoudite. Le lien avec l'Arabie Saoudite, il est en fait assez faible, y compris en matière d'armement. Les Saoudiens sont un acteur important de l'industrie d'armement internationale, globale. La France vend beaucoup d'armements aux Saoudiens, mais pas des armements stratégiques. Plutôt des petits équipements, des petits matériels. Les armements stratégiques, par exemple, c'est les avions de combat. Ça, on en vend au Qatar. Ça, c'est plus important. Quand on regarde le pétrole, on se dit la France dépend du Golfe à cause du pétrole. Mais en fait, c'est faux. C'était le cas en 1973, 85% de ses approvisionnements. Aujourd'hui, c'est 25%.
Et l'Algérie, d'ailleurs, c'est 10%. Il y a un autre domaine où le Golfe compte, c'est les équipements aéronautiques, les avions. C'est à peu près 20% des exportations d'Airbus et 50% des exportations de 380. Mais quand on sort du pétrole, où ça compte encore, de l'armement et de l'aéronautique, le Golfe n'est pas un acteur économique essentiel. Et pourtant, ces dernières années, la politique étrangère française a été principalement dictée par ses intérêts dans le Golfe et une forme d'alignement sur une politique qui est d'abord une politique saoudienne. Et ce qu'on voit, c'est par exemple le discours sur l'Iran. Les Français ont été très hostiles à l'Iran, ils ont des bonnes raisons, mais ils ont été notamment hostiles à l'Iran pour plaire et complaire aux Saoudiens. Nous, notre conclusion, c'est que l'intérêt de la France dans la région, c'est de prendre de la distance vis-à-vis des Saoudiens, vis-à-vis des Iraniens. Il y a un sujet essentiel qui est le sujet syrien. Les Français se sont un peu auto-exclus de la question en disant « départ de Bachar est un préalable ». Moi, je pense que ça doit être évidemment un objectif, mais si on veut être à la table des négociations, compte tenu de la réalité aujourd'hui, ça ne peut pas être un préalable, ça doit être un objectif. Sinon, la France sera nulle part. Et l'intérêt de la France, c'est d'être dans le règlement de la crise syrienne. On a vu qu'il y avait des attentats commis en France qui avaient été commandités à partir de Syrie, à partir de Raqqa qui vient de tomber hier, État islamique, qui ne va plus avoir de territoire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas être malfaisant. Donc, c'est prendre de la distance vis-à-vis des conflits du Golfe, être positionné toujours, et notamment sur le sujet israélo-palestinien, rappeler la question primordiale de l'État palestinien, de la solution à deux États, qui est en train de perdre du terrain, très nettement, et cette solution perd du terrain au fur et à mesure que la question syrienne devient la question primordiale dans la région. Donc il faut rappeler ça, les Israéliens n'en veulent pas, il y a aussi des extrémistes palestiniens qui n'en veulent pas, il faut le rappeler. Et puis, une fois qu'on a dit ça, se concentrer sur la réinvention de nos relations avec le Maghreb, et pas seulement de nos relations bilatérales, notre relation régionale. Concrètement, Hakim El-Karoui, est-ce possible pour la France de prendre ses distances aujourd'hui ? C'est possible, et c'est ce qu'on montre. C'est possible pour une raison simple. C'est qu'il n'y a pas d'intérêt primordiaux à être aligné sur tel ou tel pays, y compris en matière d'approvisionnement énergétique. Donc, c'est possible. Pour revenir justement à la région, vous citez trois puissances présentes en force dans la région, à savoir l'Allemagne, la Russie et les États-Unis. Alors, qu'est-ce que ces pays ont que la France n'a pas ? Ils ont des modalités d'action que la France n'a pas. Ce qui est très spectaculaire, c'est les Allemands. Les Allemands ne sont pas traditionnellement très présents dans la région. Ils ont investi récemment avec une capacité d'influence très forte. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont parler assez peu avec les gouvernements, ils vont parler avec la société civile. Ils vont aider les associations, ils vont aider les partis politiques. Ils vont former les nouveaux leaders politiques, économiques, associatifs de ces pays. Et ils engagent une relation avec les dirigeants de demain. Là où les Français, parce qu'ils sont présents depuis très longtemps, finalement vont faire beaucoup de politique, vont traiter beaucoup avec les États et vont avoir tendance à négliger la société civile, sachant que parfois les États arabes n'ont pas très envie, les États étrangers traitent avec la société civile. Ça, c'est les Allemands. Les Américains, quoi qu'on dise, ils continuent à mettre beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, les Allemands aussi. Beaucoup plus que les Français. Un chiffre, l'aide humanitaire française dans la région, c'est 200 millions d'euros sur 5 ans. L'aide humanitaire allemande dans la région, et notamment là où il y a des crises et des guerres, en Syrie ou au Yémen, c'est 3 milliards d'euros. L'aide humanitaire américaine, c'est 10 milliards de dollars. Vous voyez, les ordres de grandeur n'ont absolument rien à voir. Donc les Français sont très en retard de ce point de vue-là. Et puis, on parlait des Russes. Les Russes, la nouveauté des Russes, c'est le retour des Russes dans la région, à la faveur d'une réalité qui est la prise de distance des Américains, pas de Donald Trump, de Barack Obama. Barack Obama, obsédé par la puissance chinoise, obsédé par la volonté de se retirer des guerres irakiennes et des guerres afghanes, et qui a dit « je remets les Iraniens dans le jeu », pour stabiliser, et je ne veux pas être au front, notamment en Syrie. Ça a laissé un espace, les Russes sont rentrés dans cet espace. À un moment où ils avaient un autre agenda en Ukraine, ils ont réussi à jouer un grand coup, en fait ils ont gagné, parce qu'ils sont devenus un acteur majeur de la solution syrienne, en redonnant la légitimité à Bachar el-Assad. Ça, personne n'a envie de s'en féliciter, mais ils ont d'une certaine manière stabilisé la région. Et en revenant à l'Asie, le continent qui investit énormément en Algérie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Asie
contribue et de façon spectaculaire et peut devenir aussi le concurrent de la France, un des acteurs concurrents de la France? Alors ça, c'est une vraie question. L'Asie est devenue un acteur économique majeur dans le monde arabe. C'est un acteur algérien, c'est pas un acteur marocain, c'est pas un acteur tunisien. L'Asie, on parle de la Chine. Par contre, la Chine est extrêmement présente dans le Golfe. La Chine est le premier client de l'Arabie Saoudite. La Chine est le premier client de l'Iran. Aujourd'hui, les trois quarts du pétrole du Golfe est vendu en Chine, en Corée, en Inde et au Japon. Donc, l'Asie est en train de devenir un acteur géopolitique, sans le vouloir, du Golfe. Et d'ailleurs, la Chine, par exemple, ne peut pas se permettre un conflit sérieux entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, parce que ce sont ces deux principaux fournisseurs de pétrole. Donc la Chine va intervenir si jamais il y avait une crise. Mais je vais vous dire, il n'y aura pas de crise, parce que les intérêts sont trop importants. Les Américains, les Chinois, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait, comme aujourd'hui, une forme de guerre froide. Mais il n'y aura pas de guerre chaude, à cause de ces intérêts-là. Donc oui, la Chine peut jouer un rôle majeur dans le Golfe, elle peut jouer un rôle au Maghreb, mais elle n'a pas la densité des relations qu'il y a entre la France et le Maghreb, parce que cette densité, c'est l'histoire, c'est les hommes, c'est la culture. Donc la Chine ne remplacera pas la France. Alors, finalement, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont une région essentielle pour la France. Au final, qui sera gagnant ? Ou qui sera perdant. Il faut qu'on pense la France, le Maghreb, et même d'une certaine manière la Méditerranée occidentale, comme une région. C'est une région qui a les mêmes challenges, les mêmes enjeux sur le plan de la sécurité, la montée du terrorisme, les mêmes enjeux sur le plan de la régulation des migrations. Les migrations, c'est les migrations du Maghreb vers la France et vers l'Europe, mais surtout demain, c'est les migrations d'Afrique subsaharienne vers l'Europe en passant par le Maghreb, avec les Européens qui voudraient bien que les pays maghrébins soient des sas, même plus que des sas, qui retiennent les migrations qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est un sujet aussi économique, parce que le développement, l'Europe a besoin d'une capacité de production moins chère, comme l'Allemagne a su le faire avec l'Europe de l'Est. Le Maghreb, à mon avis, a une capacité de développement dans le secteur des services, très important. Le tourisme, mais les soins de santé, mais les soins des retraités européens, avec des médecins maghrébins qui ont tous été formés en Europe, notamment en France. Et puis c'est un sujet culturel, essentiel. La relation à la France, elle est complexe, elle est passionnelle, mais elle structure aussi le débat politique à l'intérieur des pays maghrébins. Parce qu'il y a la relation à la France, à l'Occident, et puis en face, il y a la relation à l'islam, il y a une forme d'islamisme. Donc je crois qu'il faut que la France reste présente, pas en tant qu'État, mais en tant que porteur de valeurs, d'esprit critique, de culture, parce que les Maghrébins, en tout cas une partie des Maghrébins, attendent que la France soit là. C'est un sujet religieux aussi. C'est un sujet religieux qui est devenu un sujet commun à la France et au Maghreb. J'ai discuté hier avec des intellectuels algériens, ce qui décrivait du salafisme en Algérie, c'est ce que moi j'ai décrit du salafisme en France. Et la solution, ce n'est pas une solution la France contre l'Algérie ou la France contre la Tunisie ou le Maroc, c'est la France avec. Sauf qu'il faut trouver un système d'organisation, un système de financement, et puis le vrai sujet, il est religieux, il est théologique, c'est l'interprétation. Les salafistes sont en train de capturer le monopole de l'interprétation de l'islam, de la norme musulmane. Et ça, c'est un sujet français, c'est un sujet maghrébin. Puisqu'on en parle, M. Hakim El-Karoui, je vous propose à présent de revenir sur votre précédent rapport. Un islam français, c'est possible, un islam français est possible. Pourquoi un islam français ? Parce que, alors, l'islam français, ça veut dire quoi ? C'est pas le message universel de l'islam, c'est l'organisation. Il y a un islam algérien, il y a un islam marocain, il y a un islam tunisien, un islam turc, un islam égyptien, un islam saoudien, évidemment. On a besoin d'une organisation française de l'islam. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire un financement qui vient de France. Ça veut dire coopération qui doit continuer avec les pays d'origine, mais sans se tromper. Les jeunes Français, les musulmans, je vous donne quelques chiffres. Les musulmans aujourd'hui, il y en a 5 à 6 millions en France. C'est 7-8% de la population. Ils sont français aux 3 quarts. Ils ont la nationalité pour les 3 quarts d'entre eux. Ils sont nés en France pour la moitié d'entre eux. Et quand on regarde non pas l'ensemble de la population, mais les moins de 25 ans,
c'est 10% de la population française. Et les moins de 25 ans, ils sont français, ils sont nés français, à 85%. Donc, les musulmans français d'aujourd'hui et de demain, ils seront tous nés en France. Croire que des imams qui viennent des pays d'origine vont pouvoir avoir une influence sur eux, c'est faire une erreur. Parce que les imams des pays d'origine, ce sont des étrangers pour eux. Ils parlent mal français. Et surtout, ils ne les connaissent pas, ils n'ont pas leur système de valeurs, leur culture, etc. Donc, il faut que cette organisation soit française, avec des gens formés en France, un financement français. Mais vous savez, l'islam en France, c'est un très gros marché aujourd'hui, parce que c'est beaucoup d'argent. Le halal, c'est 5 à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 25 000 pèlerins français qui vont à la Mecque. Il y a 36 000 pèlerins algériens qui vont à la Mecque. C'est, vous voyez, un quart de moins. C'est très peu. Alors qu'il y a 5-6 millions de musulmans en France, 36 millions d'Algériens qui sont quasiment tous musulmans. Et puis, il y a des dons. Et les dons, c'est beaucoup d'argent pour l'islam. Donc, il y a de l'argent en France pour le financement de l'islam français. Il y a maintenant des Français, il y a une élite française de confession musulmane. Elle est prête, je crois, à s'engager. Il y a des religieux français et musulmans qui ont un point de vue sur l'islam, qui est un point de vue universel religieux, mais qui est aussi un point de vue qui tient compte des réalités. Et puis il y a des gestionnaires de lieux de culte qui ont monté leur mosquée, leur association, tout seuls. Donc il y a toute cette réalité française. Et ça, c'est l'avenir. Au Maghreb, et plus exactement en Algérie, comme en France, nous avons des extrémistes. Vous leur proposez un islam français. Qu'attendez-vous de ces personnes? Quelle serait éventuellement leur réaction? Alors, la réaction sera connue, elle sera mauvaise, elle sera hostile, elle sera même pour certains agressive. Comme ici, quand on dit on fait un islam algérien contre le salafisme ou contre le wahhabisme. Eux vont dire nous sommes l'islam, nous avons le monopole, nous avons le discours. Mais c'est ça le sujet. Et c'est ça qu'à mon avis, c'est ça l'erreur des musulmans, c'est de les avoir laissés construire, faire croire à des gens qui ne sont pas très éduqués, pas très informés, qu'ils avaient la lecture, le monopole de l'interprétation. Et quand on connaît un petit peu l'histoire de l'interprétation des écoles religieuses, des écoles juridiques, on sait que c'est complètement faux. Le wahhabisme, c'était une secte. Le wahhabisme, il était considéré par les musulmans au XVIIIe siècle, au XIXe, au XXe siècle, comme des gens extrémistes. Et ça, je pense qu'on peut dire ça en France. Et je pense que peut-être même que c'est plus facile de dire ça en France que dans les pays maghrébins. Les Français qui ne sont pas musulmans, comment vont-ils réagir, eux? Très bien. Eux, ils attendent que ça. Ils attendent la mobilisation des Français de confession musulmane. Et ils ne comprennent pas pourquoi, face à l'extrémisme, face au terrorisme au nom de l'islam, perpétré au nom de l'islam, les musulmans ne s'organisent pas, ne s'engagent pas. Bien sûr, ils ne comprennent pas. Alors le salafisme et l'islamisme se répandent comme une traînée de poudre dans la région. Quelle est la position de la France vis-à-vis de ce fléau? Elle est un petit peu ambiguë, parce que la France dit qu'il faut combattre le salafisme, qui est à l'origine du terrorisme, même si on peut débattre. Mais en même temps, la France essaye d'avoir de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. Alors ce qui est nouveau, et à mon avis c'est un sujet important et un levier politique majeur, c'est qu'on a aujourd'hui de nouvelles autorités saoudiennes qui disent aux Français, qui disent aux Algériens, nous avons changé, nous avons fait des erreurs. Je pense qu'il faut faire levier sur ce discours-là pour leur dire, vous avez fait des erreurs, ben maintenant il faut les corriger. Il faut arrêter de financer des extrémistes, il faut arrêter de financer votre idéologie. Votre intérêt à vous, parce que vous êtes menacé en Arabie Saoudite par ces extrémistes, votre intérêt à vous, c'est que ça s'arrête. Après, je pense qu'il y a un débat interne à l'Arabie Saoudite, et ça on ne le voit pas. Il y a un débat de pouvoir, parce qu'il y a un système religieux qui est très puissant. Et ce système-là, il n'est pas prêt à abandonner la partie. Donc, il y a un travail diplomatique mené par la France, mais mené aussi par les autorités des pays du Maghreb, qui ont le même intérêt que la France. Vous voyez, il n'y a plus de frontières sur ce sujet-là. Il y a aussi un islam politique à revoir? Je pense que l'islam, c'est une croyance, c'est une foi, c'est une spiritualité. Ce n'est pas un système politique. L'islam politique est omniprésent? Il est omniprésent parce qu'on le laisse, justement, ceux qui devraient porter l'islam comme principe spirituel, ils ont laissé la place à l'islam politique, qui est un projet politique alternatif, qui est respectable, mais qui ne marche pas en fait en France, parce qu'il est il sera toujours minoritaire, il sera refusé, et qui, je crois, crée des conflits internes dans les pays musulmans et notamment maghrébins, très, très puissants et même très violents. L'Algérie, on a malheureusement on a été le théâtre. Constat, oui.
Vous dites qu'il est indispensable que les musulmans de France mènent, je cite, une bataille de la connaissance afin de lutter contre les idées reçues et contre le fondamentalisme. N'est-ce pas déjà trop tard? C'est jamais trop tard. Franchement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc c'est jamais trop tard. La partie, quand on fait la photographie aujourd'hui du rapport de force, il est très très nettement en faveur des extrémistes. Mais quand on regarde, et c'est ce qu'on a fait dans ce rapport, quand on essaye de voir où est la majorité, que pense la majorité des musulmans de France, la majorité des musulmans de France, ils considèrent que la religion est plutôt une affaire privée. Ils ont un système de valeurs qui est tout à fait compatible avec la réalité française contemporaine. Donc eux, ils montrent qu'il y a de l'espoir. Le sujet, c'est les mobiliser. La mobilisation. Et quelles sont aussi les solutions que vous proposez pour concrétiser ce souhait? On a vraiment besoin d'une organisation française. Moi, je crois que le sujet, il tourne autour du financement. Parce que si on réussit à avoir des flux financiers grâce au halal, grâce au hajj, puisque avec le hajj, on peut prendre une petite partie du billet d'avion pour financer l'intérêt général, avec les dons aussi. Avec ça, on peut salarier les imams, on peut les former, on peut construire des mosquées, on peut contrôler, parce que le sujet, c'est contrôler. Et puis surtout, on peut être présent sur Internet. Enseigner l'arabe. Enseigner l'arabe, c'est essentiel. La République française a abandonné l'enseignement de l'arabe. Et du coup, où est-ce qu'on apprend l'arabe aujourd'hui? Dans les mosquées. Il y a une demande très très forte des Français de confession musulmane pour l'enseignement de l'arabe. Ils ne trouvent pas à l'école publique. Ils vont dans les mosquées. Hakim El-Karoui, j'ai une dernière question. Nous avons commémoré mardi le 56e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961, 56 ans après la répression sanglante de cette manifestation pacifique d'Algériens à Paris. Alors, le collectif du 17 octobre 1961 a demandé au président Macron de condamner officiellement les crimes commis contre la France. Pensez-vous qu'il finira comme promis un jour par le faire? J'ai le sentiment que sur ce sujet, il s'est exprimé pendant la campagne. Absolument. Ça a fait beaucoup de bruit en France. Je pense que son intérêt en tant que président, c'est trouver un système, un discours qui permet de réconcilier les mémoires. Il y a une responsabilité française dans les crimes qui ont été commis en Algérie. Il y a une responsabilité algérienne pour, je vous dis, dépasser ça, pour construire, parce qu'on a un avenir commun. Et je pense que ce qui est aussi important pour le président de la République française, c'est de dire on a ce passé commun qui a été conflictuel, qui a été violent, qui a été dramatique. Mais on a cet avenir commun. Et cet avenir commun, il est fondé sur des intérêts, sur une vision du monde qui en fait est partagée. Et il faut qu'on réussisse à bâtir sur notre passé, avec ses douleurs, hein, mais il faut qu'on parle surtout d'avenir. Et ça, c'est essentiel pour la France et pour l'Algérie. Et au cœur de ce sujet-là, il y a l'islam. Donc il faut traiter ce sujet-là. Merci Hakim El-Karoui, et je rappelle que vous êtes auteur du rapport Nouveau Monde Arabe, Nouvelle Politique Arabe. Vous êtes aussi membre du comité de Gisre France-Jazaïr présidé par Pierre Mignard. Merci beaucoup. Merci à vous.